Chapitre 19. Le drame de la noyade. Ma vie a été remplie de tragédies, dont certaines ont vraiment eu lieu. Mark Twain, écrivain américain, humoriste. Quand je me lance dans l'écriture d'un nouveau livre, je trouve très utile de commencer par rédiger une fiche séparée pour chaque chapitre. J'inscris en haut de la fiche son titre et j'étale toutes mes fiches devant moi pour avoir une vision d'ensemble. C'est ce que j'ai fait il y a quelques jours, c'était super. Contempler la gloire de mon nouveau livre. 2 secondes plus tard, malheureusement, j'étais prise de panique. Oh mon Dieu, ça fait beaucoup de chapitres. Comment vais-je parvenir à écrire tout ça dans les délais impartis ? La deadline approche à toute vitesse et je ne suis pas complètement sûre de ce que je vais mettre dans chaque section. Non mais qu'est-ce qui m'a pris ? Pourquoi j'ai pas commencé il y a 8 mois ? Et est-ce que j'ai le droit de boire un verre de vin si tôt le matin ? S'il vous plaît, quelqu'un, j'ai besoin d'aide, je coule ! J'ai fermé les yeux et respiré un grand coup. Vas-y, un chapitre à la fois. Alors j'ai tiré au hasard une fiche sur la table, j'ai ouvert les yeux et bien sûr, c'était le drame de la noyade. J'aimerais vous rappeler, ainsi qu'à moi, qu'une grande partie de la peine et de la souffrance qu'on s'inflige trouve sa source dans la dramatisation inutile que nous produisons de nous-mêmes. Nous pouvons être à genoux, dépassés par les événements, plongés dans un état catatonique à nous balancer bouche bée d'avant en arrière, tout ce qu'il faudra pour nous en remettre et créer une nouvelle réalité, comme pour tout dans la vie, c'est un changement de perception. La vie n'est qu'un rêve. Ne la transformez pas en cauchemar. Nous avons la chance inouïe de bénéficier de toutes ces choses, ces opportunités, ces idées, ces gens, ces activités, ces passions, ces expériences, ces responsabilités. Opter pour la panique plutôt que de profiter à fond de la vie, c'est donner de la confiture au cochon, gâcher un cadeau magnifique. Dans le but de vous aider à retrouver la joie de vivre à la vue de votre gigantesque liste de tâches, analysons les 3 plaintes les plus fréquentes liées au sentiment de noyade. Petit 1, je n'ai pas le temps. Grâce au grand travail de gens au gros cerveau, nous savons que le temps n'est qu'une illusion. Bien que nous ignorions en grande majorité ce que cela signifie, il est possible d'envisager la chose sous un autre angle, plus facile à interpréter. Manquer de temps est une illusion. Par exemple, je n'ai pas le temps de trouver une vraie place, alors je vais me garer sur cet emplacement de livraison. Ah, dommage. Je viens de passer 3 heures que je n'ai pas à sortir ma voiture de la fourrière, 2 de plus à me perdre sur le trajet de retour, et encore 45 minutes pour m'en plaindre à ma femme. Je n'ai pas le temps de ranger mon bureau. Oh, c'est bête. Je viens de perdre 1 demi-heure que je n'ai pas à chercher mon téléphone enfoui sous une pile de saloperies. Et oh, surprise encore, mon téléphone est déchargé. Ça veut dire que je vais encore passer du temps à chercher le foutu chargeur qui est peut-être sous cette pile de livres là-bas. Enfin, j'espère, pitié. Quand nous y sommes obligés, soudain, nous trouvons le temps. Ce qui signifie qu'il est là dès le début, mais que nous avions choisi de nous limiter en croyant qu'il n'y était pas. Avez-vous déjà remarqué que quand on a 6 mois pour faire quelque chose, on met 6 mois à le faire, alors que quand on n'a qu'une semaine, on ne met qu'une semaine ? Dès que vous aurez compris que le temps, comme le reste de notre réalité, c'est dans la tête, vous vous débrouillerez pour le mettre de votre côté, plutôt que d'en devenir l'esclave. Voici quelques trucs à faire dès maintenant pour soumettre le temps à votre volonté. Montrez-lui du respect. Si vous voulez avoir plus de temps dans votre vie, montrez-lui du respect. Si vous êtes toujours en retard, si vous perdez votre temps ou si vous êtes expert en plans foireux, vous n'envoyez pas le bon message à l'univers, aux autres et à vous-même. Il faut leur signifier que votre temps est précieux, que vous en voulez plus et que vous essayez de vous en libérer le plus possible. Vous pouvez créer tout ce que vous désirez, mais il faut le vouloir vraiment. Si vous agissez comme si le temps n'avait aucune importance, que vous pouvez le gâcher, ne pas le respecter, vous n'êtes pas en harmonie avec ce que vous dites vouloir, et vous aurez donc beaucoup de mal à l'obtenir. Songez au temps comme à une personne. Est-ce qu'elle continuera longtemps de vous rendre visite si vous la traitez en permanence comme un parasite un peu idiot ? Je ne pense pas. Si vous êtes toujours en retard, prenez l'habitude d'être en avance. Si vous passez votre temps à annuler ou oublier vos rendez-vous, reprenez-vous. Notez-les et honorez-les. Programmez une alerte sur votre téléphone pour vous rappeler de vous préparer. Tôt. Écrivez sur le dos de votre main. Tenez parole si vous vous engagez. Ce n'est pas sorcier. Si vous voulez entretenir une saine relation avec le temps, entretenez une saine relation avec le temps. Non seulement cela vous aidera à disposer de plus de temps dans votre vie, mais, en plus, vous sortirez de ce groupe de gens impolis qui ne cessent d'en faire perdre aux autres. Gardez vos amis près de vous
et vos ennemis encore plus près. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites pas ce que vous devriez faire? Vous glandez sur Facebook? Vous répondez aux mails? Vous mangez même sans avoir faim? Une fois identifiées vos distractions favorites, il est facile de s'en prémunir. Coupez Internet et votre téléphone quand vous travaillez. Barrez la route de la cuisine tant que vous n'en avez pas fini si vous vous surprenez en permanence hébété devant la porte ouverte du réfrigérateur. Nous prenons tellement de mauvaises habitudes que nous ne nous en avisons même pas la moitié du temps. Vos points faibles reconnus, vous pourrez vous en prémunir. Découpez-vous la tâche. Rien de plus déprimant que de contempler une tâche immense et de se demander comment il pourrait être seulement possible de la terminer un jour. Alors, n'essayez pas d'avaler un éléphant tout rond, découpez-le en petits morceaux. Par exemple, plutôt que de déambuler sans fin chez vous en passant d'une pièce bordélique à l'autre, à vous demander comment vous y prendre pour nettoyer cet immense bazar, et donc à essayer d'élaborer une excuse pour ne pas le faire plutôt qu'une stratégie pour y arriver, concentrez-vous sur une pièce à la fois. Notre cerveau explose quand il doit traiter trop de choses en même temps. En analysant chaque tâche séparément, l'ensemble paraît soudain beaucoup plus gérable. Le cerveau adore les petits morceaux. Le découpage marche aussi très bien avec le temps. Par exemple, si vous êtes en train de monter votre nouveau site internet, plutôt que de lui accorder des journées entières de travail, optez pour des sessions d'1 heure. Dans cet intervalle, interdit d'aller aux toilettes, de vous chercher quelque chose à manger, de regarder vos textos, de vous connecter à Internet, etc. Une fois passées les 60 minutes, vous pouvez vous accorder une pause et faire ce que vous voulez. Jusqu'à votre prochaine session d'1 heure. On peut faire beaucoup de choses en 60 minutes, alors que le cerveau se noie quand on essaie de tout faire d'un coup. Petit 2. J'ai trop à faire. Avez-vous remarqué que, quand vous demandez aux gens comment ça va, ils répondent 99 fois sur 100 quelque chose comme « bien ». Beaucoup de boulot, mais bien. C'est un peu devenu le « très bien, merci » de nos jours. Pas très fun, si? Quel genre de message envoie-t-on au monde et à nous-mêmes avec cette réponse? Pas étonnant que nous ayons tous l'impression de vivre avec une liste de tâches géantes gravée sur un bloc de béton attaché à notre cou. Ce qu'il faut faire d'urgence. Faites attention à ce que vous dites. Arrêtez de dire que vous êtes trop occupé. Focalisez-vous sur le plaisir que vous prenez à vos activités et aux intervalles de temps libre, plutôt que de vous sentir écrasé par la tâche. Décidez que vous vivez une vie géniale, détendue, pleine de projets passionnants que vous adorez approfondir, et envoyez ce message au monde et à vous-même. Puis sortez de chez vous et allez-y franchement. Cherchez de l'aide. Si vous vous sentez complètement dépassé et désorganisé et que vous ne savez plus par où commencer ni comment continuer, demandez de l'aide. Emberlificotés que nous sommes dans nos vies, nous ne voyons plus certaines choses pourtant évidentes pour un regard extérieur. Ça vous est déjà arrivé d'accorder de riches minutes à la recherche de vos lunettes alors qu'elles étaient sur votre tête? Eh bien, c'est un peu ça. Vous pouvez passer des jours, des heures ou des mois, ou même toute votre vie, à élaborer une stratégie pour la refonte de votre site, un programme de remise en forme ou une méthode d'organisation de votre bureau, alors que quelqu'un qui, contrairement à vous, n'est pas enterré vif sous cette masse mouvante, pourra peut-être résoudre le problème en un rien de temps. Mettez un nouveau cerveau sur le coup. Et choisissez quelqu'un qui sait ce qu'il fait, je vous prie. N'écoutez pas les avis d'un type aussi fauché que vous en matière financière, ni les conseils de drague d'un célibataire en phase terminale. Que quelqu'un soit prêt à vous aider gratuitement ou contre un simple échange ne fait certainement pas de lui le candidat le plus qualifié non plus. Travailler avec un professionnel vous fera économiser du temps et de l'argent sur le long terme, puisque vous éviterez ainsi d'en passer par réparer les dégâts causés par votre piètre première tentative. Engagez un coach d'entreprise. Demandez à un ami rationnel et qui a réussi de venir prendre un café. Embauchez un consultant en désordre. Et si rien de tout cela ne convient dans votre cas personnel, lisez ça. Soyez pragmatique. On s'attaque parfois à un trop gros morceau parce qu'on se croit obligé de tout faire, que le monde s'écroulerait si on ne faisait pas tout. Ou qu'on est mauvais et indigne d'amour si on échoue à accomplir les 8 millions de trucs qu'on a sur le feu. Alors, soyez très honnête ici. Pourquoi faites-vous tout ça? Est-il absolument nécessaire de tout faire? Et de tout faire en même temps? Est-ce que rien ne pourrait attendre? Ou être délégué, abandonné? Si vous devez vraiment tout faire, qu'est-ce qui rendrait la tâche plus plaisante? De même que savoir découper son temps, découper ses tâches permet d'éviter la panique et rend les choses plus gérables. Voici comment s'y prendre. Dressez une liste de tâches. Regardez-la bien. Qu'est-ce qui est pressé? Qu'est-ce qui peut attendre?
Faites 2 colonnes avec ça, cachez la colonne qui peut attendre. Quelles sont les tâches prioritaires de la colonne à faire tout de suite? Lesquelles sont subalternes? Déléguez les subalternes ou reléguez-les aux heures perdues et consacrez votre journée aux prioritaires. C'est ce qu'on appelle prioriser, les amis. Plus votre liste sera courte, mieux vous vous sentirez. Et rappelez-vous, vous ne ferez jamais tout. Arrêtez de vous stresser pour ça. Faites ce que vous pouvez faire dans la joie, plutôt que d'essayer de tout faire dans la douleur. Déléguez ou mourrez. Un des meilleurs moyens d'alléger votre fardeau est d'arrêter d'être maniaque et ou radin et d'engager quelqu'un pour vous aider. Ou de déléguer aux personnes qui vous entourent, voire plus loin. Il est rigoureusement impossible de faire prospérer une affaire, d'obtenir une promotion ou d'être un parent parfait en gérant absolument tout seul. Et en plus, ça fait des cheveux blancs. Déterminez ce que vous détestez, ou ce pourquoi vous avez toujours été nul, ou ce que vous n'avez vraiment pas le temps de faire, et trouvez quelqu'un qui le fera à votre place. Je sais bien que, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est parce que vous ne pouvez pas vous le permettre financièrement, ou parce que vous pensez être le meilleur pour ça, ou parce que vous êtes complètement maniaque. Mais comme beaucoup d'excuses de ce genre, la solution est sous vos yeux, mais vous ne regardez pas au bon endroit. Si vous aviez absolument besoin d'aide, si c'était une question de vie ou de mort, que feriez-vous? Vous engageriez un stagiaire de la fac d'à côté. Vous iriez chercher un ami ou un membre de la famille pour vous aider. Vous embaucheriez quelqu'un pour seulement 30 minutes par semaine, quitte à augmenter les sessions ensuite. Vous vendriez quelque chose pour toucher l'argent qui vous manque pour embaucher. Ou vous pourriez l'emprunter. Ou vous pousser à le gagner. Vous pourriez parler du problème aux ressources humaines et cela deviendrait leur problème. Vous pourriez demander à votre mari de vider le lave-vaisselle et à votre fils devenu ado de nettoyer le garage pour vous libérer du temps. Nous sommes entourés d'aide. Et recevoir ne nécessite parfois que de porter un regard différent sur la situation ou de ne pas baisser les bras si facilement. Décider qu'il vous est impossible d'obtenir une chose que vous voulez ou dont vous avez besoin vous coupe immédiatement du flux grâce auquel vous auriez pu la faire se réaliser, en plus de vous éloigner de ce qui vous avait séduit chez elle en premier lieu. Dès que vous pensez « je ne peux pas », l'univers se dit « ok, dans ce cas, pas besoin de t'aider. À plus, mec !» Même quand vous n'avez pas la moindre idée de la manière dont ça peut venir, restez ouvert à la possibilité qu'une aide va se présenter d'elle-même. Et vous pourriez être surpris de ce que vous parviendrez à créer et de la quantité de soutien dont vous bénéficierez. Décidez qu'il vous le faut. Croyez en son accessibilité. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour en créer la possibilité et gardez la foi. Alors, le « comment » vous sera révélé. Rappelez-vous, vous êtes numéro 1. Faites passer vos priorités en premier. N'allez pas voir vos mails, n'écoutez pas vos messages, n'ouvrez pas Facebook tant que vous n'avez pas lancé votre journée et accompli quelques-unes de vos tâches. Ne répondez ni aux appels ni aux textos quand vous êtes occupé. Les besoins des autres pourraient nous occuper pendant plusieurs vies. Et si vous les laissez faire, c'est exactement ce qu'ils feront. Petit 3, j'en peux plus. Croire que votre vie va s'écrouler si vous prenez quelques jours est non seulement malsain, c'est aussi arrogant. Le monde continuera de tourner même si vous vous arrêtez de travailler, voyez-vous. Si vous ne prenez pas de congé, votre corps finira par freiner des cas de fer et vous tomberez malade. Les corps font ça souvent. Le stress est l'un des principaux facteurs de cancer, de maladies cardiaques, de problèmes de foie, d'accidents stupides, de la mauvaise humeur et de l'incapacité soudaine à respirer. Accorder du temps aux activités qui vous inspirent devrait être l'une de vos priorités parce que, bon, quel serait le sens de la vie sans elles ? Serait-ce drôle de vous réveiller à 85 ans pour vous rendre compte que vous n'avez pas réussi à trouver le temps de vous faire plaisir ? Que faisiez-vous de plus important ? Ce n'est pas un luxe réservé aux riches, aux plus intelligents et aux moins enlisés que vous. C'est un luxe réservé aux gens qui y accordent du temps et choisissent de vivre une vie plus plaisante. Servez-vous des outils de ce chapitre pour trouver le temps de vous accorder le repos dont vous avez besoin et les plaisirs que vous voulez, afin de profiter de la vie tant qu'il en est encore temps. Petit 4, aimez-vous. Vous déchirez grave.